On aborde le dossier 5 de notre conférence numéro 1 de réanimation de DCEM4. C'est toujours moi qui l'a fait, ça me rassure. Et on parle d'une patiente de 75 ans qui est amenée au service d'accueil des urgences de votre hôpital pour une altération de l'état général avec des vomissements. Elle a un terrain assez lourd, avec un diabète non insulino-dépendant, une obésité morbide, une insuffisance respiratoire chronique mixte, BPCO, syndrome d'apnée du sommeil, restriction sur l'obésité, un reflux gastro-œsophagien, un bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré qui est équipé d'un pacemaker depuis maintenant 5 ans, c'était en 2005, et une appendicectomie. C'est une patiente qui a maintenu une autonomie à domicile assez restreinte, essentiellement gênée par son obésité morbide, si bien qu'elle ne sort plus de chez elle, mais qu'elle arrive à déambuler chez elle, à cuisiner et à regarder la télé. Ça fait 3 jours que ça ne va pas, avec essentiellement des symptômes généraux, de la fatigue, et finalement son médecin généraliste qui passe la voir le matin l'adresse aux urgences parce que lui trouve qu'elle a des douleurs abdominales gauche avec des vomissements et se pose la question d'un arrêt du transit, d'une occlusion ou d'une sigmoïdite. Vous, quand vous l'examinez, vous avez une patiente très fébrile à 40, une tension à 80-50, chez une patiente qui d'habitude est plutôt sur le versant hypertendu, quelques marbrures des genoux, un pouls à 85 par minute, une fréquence respiratoire confortable à 24 chez une insuffisance respiratoire, l'auscultation pulmonaire, pas grand-chose, pas de foyer de crépitant, pas d'épanchement pleural, un Glasgow à 15, pas d'encéphalopathie hypercapnique. Par contre, quand vous examinez l'abdomen, vous avez un contact lombaire gauche extrêmement net, avec une douleur de la fosse lombaire gauche. Il n'y a pas pour vous d'arrêt des bruits et des matières. Au toucher rectal, vous n'avez pas de sang et vous avez des matières. Définissez l'état clinique de cette patiente. Bon, ça ne fait pas de doute. Cette patiente a un sepsis à point de départ abdominopelvien qui, s'il ne paraît pas clair depuis 48 heures, quand vous l'examinez parce qu'elle a probablement mûri son affaire, on pourrait dire qu'elle a une pyélonéphrite avec quand même un contact lombaire à droite assez inquiétant qui pourrait évoquer une obstruction pour qu'elle soit aussi douloureuse à l'ébranlement de la fosse lombaire. Ça, c'est la cause de la maladie. Il y a un retentissement grave de sepsis, à l'évidence, avec une patiente qui est hypotendue, qui n'est pas très tachycarde, mais dont on ne connaît pas les traitements qu'elle a reçus. Et donc, on ne peut pas exclure qu'elle puisse recevoir des bradycardisants. Bref, là, elle rentre clairement dans les critères diagnostiques du sepsis sévère. Donc, cette patiente a un sepsis sévère certain, à point de départ abdominopelvien, pour ne pas dire d'emblée qu'elle est fortement suspecte de pyélonéphrite. Quelles mesures thérapeutiques faut-il prendre très rapidement chez cette patiente? Évidemment, c'est du remplissage vasculaire qu'il faut lui proposer. Là, c'est quelque chose de très important que vous devez comprendre. Le choc septique ou le sepsis sévère est un choc qu'on peut considérer à sa phase initiale mixte, avec un choc qui est spoliatif. Alors les patients n'ont pas d'hypovolémie absolue, mais ils ont une hypovolémie qui est au moins relative, mais qui est aussi diminuée parce qu'ils ont une fuite. Ils ont une composante de vasoplégie périphérique. Et puis si les choses évoluent, ils peuvent avoir une composante de choc cardiogénique avec une hypokinésie et du bas débit d'origine septique. Mais à la phase initiale, il n'y a pas de doute, quand on va prendre un sepsis en charge, il y a une composante spoliative avec une hypovolémie efficace qui justifie pleinement que dès qu'on a dit sepsis sévère, il faille remplir sans se poser de questions les patients. Quand on fait du remplissage, je vous le rappelle, on fait le choix soit de passer du sérum physiologique au patient, soit de passer des macromolécules. Ne jouez pas à dire que vous mettez du G5, c'est confondant. Quels sont les examens complémentaires que vous allez juger fondamentaux pour la patiente dans les 4 premières heures de la prise en charge?
Donc là, j'ai laissé la question ouverte, mais je suis prêt à parier qu'on pourrait vous la poser enfermée en vous disant quels sont les 8 ou les 7 examens fondamentaux qu'il faut proposer à cette patiente. Ces examens, les voilà. Il y a des examens qui vont permettre d'évaluer la gravité du sepsis. C'est les 5 premiers que je vous propose. La numération formule sanguine qui va rechercher des critères de gravité et de différence hématologique, soit une polynucléose très élevée, soit à l'inverse une neutropénie, qui est un critère de gravité dans les sepsis. La thrombopénie en est aussi un. Évidemment, les gaz du sang qui vont chercher une hypoxie sont quelque chose qui va permettre aussi de classer en sepsis. Les lactates qui sont quand même intellectuellement le témoin de l'état de choc, puisque s'il y a des lactates, il y a du métabolisme anaérobie. S'il y a du métabolisme anaérobie, il n'y a pas de perfusion tissulaire satisfaisante. Le TP, c'est le retentissement sur le foie du sepsis. Est-ce que le foie pâtit du bas débit lui aussi avec une baisse du TP ou une augmentation de l'INR, ce qui est la même chose. Ou évidemment, dernier organe qui est très dépendant de la perfusion, encore plus que les autres, c'est la créatininémie, qui témoigne déjà d'une dysfonction rénale. Ça, quel que soit le sepsis, quelle que soit la porte d'entrée, c'est les examens qui vont faire les points, parce que c'est ceux qui permettent de coter, d'évaluer la gravité du retentissement. Deuxième élément du bilan étiologique, c'est un bilan qui est infectieux, microbiologique, et si on avait 2 examens fondamentaux à extraire pour cette patiente, c'est en termes de microbiologie, les hémocultures et les ECBU, en sachant que bien évidemment, compte tenu du tableau douloureux, hyperalgique à l'ébranlement de la fosse lombaire, cette patiente doit avoir une échographie abdominale ou un scanner dans les 4 heures qui viennent, parce que ça peut être déterminant. Ce n'est pas la même musique d'avoir une pyélonéphrite obstructive que d'avoir une pyélonéphrite. Et vu la gravité, il n'est pas exclu que la pyélonéphrite soit obstructive. L'ASP prend moins de sens si la patiente passe au scanner, parce qu'il y aura un scout, donc il y aura un ASP. C'est intéressant si on cherche de façon indirecte un argument pour une obstruction avec une lithiase. Et la radio de thorax, elle est plus discutable et c'est pour ça que je ne l'ai pas entourée dans ma réponse en vous la commentant. Vous récupérez les résultats de l'ECBU. Vous avez 10 puissance 4. J'ai oublié de mettre l'exposant. 10 exposant 4 polynucléaires neutrophiles, des bacilles à Gram négatifs à l'examen direct de votre urine. Quel est le germe le plus probable? Ça, vous devez le savoir. C'est que le premier germe des infections communautaires en France, c'est colibacille, des infections urinaires communautaires, qu'elles soient cystites ou pyélonéphrite, c'est colibacille ou Escherichia coli, et c'est une entérobactérie. Du groupe 1. Ça veut dire que de façon sauvage, quand il n'a pas acquis de résistance, c'est sensible à l'amox, sensible à l'augmentin, sensible au C3G. Attention, au moins un tiers des colibacilles ont acquis une pénicillinase qui leur confère une résistance à l'amoxicilline qui reste sensible à l'augmentin et qui ne touche pas les céphalosporines. C'est bien pour ça que vous ne proposez jamais d'amoxicilline dans le traitement des infections urinaires communautaires. Quelques résultats arrivent déjà. Je vous en laisse prendre connaissance. pH 734, PCO2 41, PO2 62, 69, rénalcaline 15, lactate 8, Na 142, K51, chlore 100, créate 225, urée 8. On a donc une acidose métabolique atroanionique augmentée, ou mine, puisqu'on a une hyperlactatémie, et 142 plus 5, ça fait 147, 147 moins 115, on est largement au-dessus de 30, on est à 37. Et puis votre échographie vous montre une dilatation pyélique avec un calcul urétéral à gauche, donc cette fois-ci, on va pouvoir confirmer que la patiente a une pyélonéphrite obstructive communautaire gauche, compliquée de sepsis sévère. Que traduisent les lactates? Je me suis compromis tout à l'heure en commentant ma réponse. Les lactates témoignent d'une hypoxie périphérique,
des tissus qui nécessairement vont générer leur énergie par un métabolisme anaérobie qui, lui, va libérer des lactates. Et ça reflète l'hypoperfusion des tissus et donc la diminution du transport artériel en oxygène qui est la définition ou la conséquence de l'état de choc. Question 6. Quels sont les autres points clés de la prise en charge initiale? Donc on a dit qu'on remplissait la patiente, qu'on la bilantait. Les autres mesures, c'est de la scoper. Il faut impérativement surveiller la patiente. Il faut surveiller son hémodynamique, sa fréquence respiratoire, son état de conscience qui est quand même très lié à l'hémodynamique puisque je vous rappelle que la pression de perfusion cérébrale c'est égal à la pression intracérébrale, la pression artérielle moyenne, la pression artérielle cérébrale moins la pression artérielle moyenne. Si vous faites chuter votre pression artérielle moyenne, vous diminuez votre... Oh là là. Excusez-moi. Je dois être hypoglycémique. Je recommence. La pression de perfusion cérébrale, c'est la pression artérielle moyenne moins la pression intracérébrale. Si vous chutez votre PAM, vous chutez votre pression cérébrale, vous diminuez votre état de conscience. C'est un organe perfusion dépendant. Dernier élément qu'il faut surveiller, c'est la diurèse. Donc c'est un patient de déchocage, voire un patient de réveil préopératoire, puisqu'il va falloir parler de chirurgie. Deuxième élément, s'il y a de l'hypoxie s'il y a de l'hypoxie tissulaire par déficit d'apport en oxygène en rapport avec l'état de choc, un des moyens de rentabiliser l'oxygénation, de rentabiliser le transport en oxygène, c'est d'augmenter la saturation d'oxygène. Donc il faut oxygéner les patients. Dernier élément, c'est le contrôle du sepsis. Et vous avez vu que le contrôle du sepsis, c'est quelque chose qui est probablement plus compliqué que la seule antibiothérapie. En l'occurrence, si vous mettez une céphalosporine de 3e génération à cette patiente, vous allez vous retrouver dans la merde parce que ça ne va pas la soigner. Ce qui va soigner la patiente, c'est la mise en route d'une antibiothérapie parentérale urgente, bien évidemment, mais aussi la prise en charge chirurgicale, avec un E. Il faut dériver les urines de cette patiente et lui poser une sonde urétérale. Dernier élément, la surveillance en réanimation. Donc la patiente va être opérée, l'anesthésiste va lui proposer de la ceftriaxone et de la gentamicine à l'induction anesthésique. Elle sort du bloc opératoire anurique avec 650 micromoles de créatinine à 24 heures. Elle est anurique et elle est en état de choc mais contrôlée avec 7 mg/h de noradrénaline. Alors, quels sont les mécanismes les plus probables de l'insuffisance rénale que vous constatez chez cette patiente et quel est le pronostic de cette insuffisance rénale aiguë? Il est évident qu'on a probablement une insuffisance rénale organique installée qui est probablement mixte et triple. Première chose, elle a quand même fait une pyélonéphrite. La pyélonéphrite, c'est la première cause d'insuffisance rénale en France, on va dire aiguë, même si on ne les voit pas toutes. Et après, le premier mécanisme responsable d'insuffisance rénale grave et justifiant une admission en réanimation, c'est la nécrose tubulaire aiguë, pour laquelle ici, on a deux causes évidentes. Un état de choc sévère et prolongé, puisqu'au bout de 24 heures, elle est encore en choc, même si on a restauré une PAM, il y a une perfusion du tissu rénal, la patiente a un état de choc sévère. Et puis, elle a quand même reçu des aminosides, qui était un choix probablement discutable a posteriori, vu l'altération initiale de la fonction rénale à l'admission de la patiente, vu le terrain débilité diabétique avec probablement une réduction néphronique et peut-être un peu de glomérulopathie, ce n'était pas le meilleur des choix. C'est une forme d'insuffisance rénale de bon pronostic. On peut espérer une cicatrisation complète et une restitution ad integrum, comme c'est écrit dans tous les bouquins, en 4 à 6 semaines avec une reprise de diurèse en moyenne au bout de 3-4 semaines. Vous décidez de dialyser cette patiente. Point. Pourquoi?
quelles sont les autres indications usuelles d'hémodialyse en réanimation? C'est assez simple. Votre patiente est anurique, vous avez une nécrose tubulaire, ça va durer 4 semaines, ça ne sert à rien de faire monter le jus et de la retrouver avec 40 d'urée en train de saigner dans la tête et encéphalopathe, de saigner dans l'estomac et encéphalopathe. Donc là, vous la dialysez essentiellement parce qu'elle reach le premier critère, qui est l'anurie ou l'oligoanurie. Les autres critères d'hémodialyse sont les critères métaboliques. L'hyperkaliémie est un critère majeur de dialyse rapide. L'OAP de surcharge, la patiente qui étouffe sur de l'œdème et de l'accumulation d'eau et de sel dans le cas d'une insuffisance rénale et d'une insuffisance cardiaque par exemple, il ne faut pas hésiter à les dialyser vite. Puis l'encéphalopathie urémique, c'est quelque chose de discuté, même dans le cadre par exemple des chocs septiques. Il y a des discussions sur faut-il dialyser tôt, faut-il dialyser tard, quand on dialyse tôt, est-ce qu'on ne surdialyse pas? Globalement, on a quand même le sentiment que passé 15-20 d'urée, on a une surmorbidité chez les patients et qu'il va falloir les dialyser assez vite. Je ne sais plus où on en est en termes de questions. Déjà, la 9e question est probablement une des dernières de cette première conférence. Quel traitement peut-on proposer pour améliorer la situation hémodynamique dans le cadre de certains chocs septiques? Là, vous avez vu qu'elle a de fortes doses de noradrénaline. Donc la noradrénaline, je vous rappelle, c'est un alpha stimulant, c'est un vasoconstricteur périphérique extrêmement puissant. Et il a été montré, il a été longuement discuté dans les années 80, puis au début des années 2000, l'intérêt d'une substitution par l'hémisuccinate d'hydrocortisone de tous les chocs septiques. Il semble que tous les chocs septiques ne nécessitent pas une substitution en hydrocortisone, mais que les patients chez qui il va persister au bout de 24-48 heures une dose de noradrénaline importante, chez les patients chez qui la noradrénaline va être à la hausse, il n'est pas exclu qu'il existe une insuffisance surrénalienne sous-jacente dans le cadre de l'état de choc. Cette insuffisance surrénalienne peut en témoigner un simple dosage de la cortisolémie ou éventuellement un test au synactène. Et à ce moment-là, une fois que vous avez prélevé votre premier tube, vous pouvez commencer un traitement substitutif à dose d'insuffisance surrénale aiguë, 50 mg x 4 par voie parentérale. Et il est prouvé qu'en cas d'insuffisance surrénalienne, la réponse vasoconstriction périphérique aux amines est améliorée lorsqu'on perfuse de l'hémisuccinate d'hydrocortisone. Voilà, la conférence numéro 1 est terminée. Je vous attends pour la conférence numéro 2.